La collaboration avec la Russie est définitivement bannie. Une déclaration du commissaire européen Thierry Breton dans la Tribune cette semaine, de passage à Vernon sur le site d'Ariane Group. Thierry Breton est revenu sur la question des vols habités et en a profité pour clarifier la situation sur la collaboration avec la Russie. Pas de retour en arrière possible, alors même que l'agence Roscosmos collabore toujours sur l'ISS dans l'espace, mais ici sur Terre, plus aucun projet ne sera mené en commun avec l'ESA, en tout cas d'après la Commission européenne, car de son côté, le directeur général de l'Agence spatiale européenne n'a pas encore tout à fait confirmé ses propos. En tout cas, cette déclaration, elle intervient quelques jours à peine après le lancement d'un astronaute américain à côté de deux astronautes russes dans une fusée Soyouz le 21 septembre dernier. Autre actualité, retour en France cette fois avec le CNES et la société Flying Whales qui signe une lettre d'intention pour le transport de matériel technique spatial. Un accord sur l'étude de l'utilisation par le CNES du ballon dirigeable rigide LCA-60T de la start-up. Il serait donc utilisé sur le site du CNES en Guyane. Cet accord, il permettrait, je cite, au Centre spatial guyanais de poursuivre sa mission de verdissement de ses activités, selon la directrice du Centre spatial guyanais, Marie-Anne Claire. L'objectif principal, en fait, il est de répondre à des besoins de levage et de transport de charges exceptionnels sensibles sur le territoire. Alors, le LCA-60T, c'est un dirigeable rigide, conçu pour le transport de charges lourdes, et il est pour vous d'une capacité de 60 tonnes. Et 60 tonnes, c'est suffisant pour envoyer également des mini-lanceurs. Car dans la foulée de cette annonce, Flying Whales annonce aussi un partenariat avec la start-up Latitude qui construit, elle, des mini-lanceurs réutilisables. L'objectif, transporter ces lanceurs depuis la France vers leur pas de tir. Et puis, au plus proche de la Terre depuis près de 60 ans. Lundi, Jupiter a régalé les astronomes amateurs et professionnels du monde entier. La plus grosse planète du système solaire était en opposition, c'est-à-dire alignée avec la Terre et le Soleil. Mais surtout, cette année, son opposition coïncidait à quelques heures près avec sa plus petite distance avec notre planète, si proche qu'elle était même observable à l'œil nu, à condition évidemment de s'éloigner de la pollution lumineuse. Alors, résultat, des images époustouflantes depuis la Terre, évidemment, mais aussi depuis l'espace. Vous pouvez voir ces images à l'écran. Nous avons aussi des images de la sonde Juno. Allez, on enchaîne avec évidemment la mission DART, mission réussie pour la NASA. Le satellite s'est écrasé avec succès à 22 000 km/h sur un astéroïde. L'engin a percuté mardi à 1h14 précisément du matin l'astéroïde Dimorphos, un astéroïde inoffensif pour la Terre, mais qui sert de cobaye à l'espèce humaine. L'objectif était de dévier sa trajectoire en utilisant l'énergie cinétique de l'impact d'un satellite lancé dans sa direction. Alors pour le moment, impossible de connaître l'efficacité de cette tentative. Les résultats sur la déviation de trajectoire ne seront connus que dans quelques jours seulement. Comment connaîtrons-nous ces résultats? C'est la question qu'on va poser tout de suite, parce qu'on a passé un coup de fil à Patrick Michel, qui est en ligne avec nous, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la défense interplanétaire. Patrick, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Alors bonjour, alors comment on va pouvoir savoir déterminer si l'astéroïde a été dévié de sa trajectoire? Oui, alors d'abord, il faut dire qu'on a vécu un moment absolument extraordinaire. J'étais là-bas, bien sûr, puisque j'étais un des initiateurs du projet avec un collègue américain, puis l'Agence spatiale européenne et la NASA. Et d'abord de voir qu'on a réussi à taper dans un objet dont on ne connaissait que la taille, même pas la forme, en arrivant à 23 000 km/h à 11 millions de kilomètres de nous, c'est absolument génial. Ça montre, c'est déjà très positif parce que ça montre que au moins on sait atteindre un objet dont on ne sait pas grand-chose. Après, on va voir effectivement l'effet. Avant même l'effet, on a aussi quand même découvert un nouveau monde et on a permis au public, ça on y tenait énormément, on a permis au public de découvrir ce monde avec nous. On était aussi ignorants que le public puisqu'on, comme je l'ai dit, on ne connaissait que la taille. Et 1 heure avant l'impact, on a commencé à distinguer les deux petits corps puisqu'en fait, on a tapé sur la petite lune
d'un astéroïde double. On a dans la population des astéroïdes des mini-systèmes Terre-Lune, comme la Terre et la Lune mais en petit. Le gros fait 780 mètres de diamètre et le petit Dimorphos, qui est donc la cible de DART, fait 160 mètres de diamètre. Et la découverte des premières images de cet objet, l'abondance de rochers à la surface, c'est des moments absolument incroyables et je suis sûr que le public a ressenti ces émotions comme nous. Alors maintenant, effectivement, comment est-ce qu'on va mesurer l'effet de l'impact? Alors d'abord, on a eu la petite sonde italienne qui a été déployée par DART 2 semaines avant l'impact, qui nous a fourni des images de l'événement juste après l'impact. Et là, on voit une quantité énorme d'éjectats, donc de matière qui a été éjectée. C'est absolument incroyable de voir les premiers effets et je dois dire qu'on est encore en train de digérer qu'est-ce que ça signifie. On a commencé des observations au sol, puisqu'effectivement, la façon dont on va faire ça, c'est qu'avec les télescopes terrestres et aussi le Hubble et le James Webb dans l'espace, eh bien, on va mesurer le temps que met la petite Lune pour tourner autour de son corps central. Avant l'impact, elle était de 11,92 heures, allez, on va dire 12 heures, et on pense qu'on doit dévier d'au moins quelques minutes cette durée, et c'est ça qu'on va mesurer. Ça ne suffira pas, ça sera déjà une manière de nous dire quel effet ça a eu, mais en réalité, pour mesurer complètement l'effet de l'impact, à savoir est-ce qu'on a laissé un gros cratère, est-ce qu'on a déformé Dimorphos, quelle quantité de mouvement on a transmis à Dimorphos suite à l'impact, il nous faut une autre sonde, et c'est là qu'interviendra la sonde de l'Agence spatiale européenne ERA, qui ira enquêter sur la scène du crime et nous donner toutes ces informations, de telle sorte qu'on ait un test de déviation entièrement documenté avec les conditions initiales fournies par DART, les premiers événements images après l'impact fournies par le petit satellite italien, les observations au sol et puis la sonde ERA qui viendra compléter et mesurera d'ailleurs pour la première fois la structure interne de Dimorphos. On voit bien que la défense en espère est un ange. Si on fait le croisement de toutes ces recherches entre la sonde italienne ERA et les observations au sol, dans combien de temps à peu près on peut estimer avoir un résultat? Alors, je pense qu'on aura les premiers résultats dans quelques semaines, parce qu'il faut quand même du temps pour vraiment vérifier les mesures, d'autant plus qu'on a eu beaucoup de matière éjectée apparemment. Donc il faut quelques semaines pour s'assurer que on a bien mesuré ce changement de période orbitale. Le changement, il est quasiment instantané puisque DART est arrivé à 23 000 km/h. La petite Lune tourne très lentement autour de son corps principal. Mais bon, il faut quand même faire une série de mesures. Et c'est là qu'on voit aussi la coordination magnifique internationale, puisque dès l'impact effectué, il y avait déjà des observations au Kenya, en Antarctique, sur quasiment tous les continents, et tout ça de façon coordonnée. Donc on est vraiment en train de tester notre capacité à réagir immédiatement à l'échelle internationale dans un réseau, et ça c'est absolument magnifique. Alors justement, l'objectif, Patrick, de cette mission, c'est d'être capable, le jour où un astéroïde se dirigera vers la Terre, de l'en détourner. Vous avez appelé ça, je crois, dans les médias, l'assurance vie de la Terre. Est-ce que ce coup d'essai sera suffisant pour être capable de détourner le prochain astéroïde qui croisera le chemin de la Terre? Alors, suffisant, je pense pas, mais à la limite, déjà le fait qu'on ait réussi à taper dedans le premier coup avec très peu d'informations, je dirais que ça donne bon espoir que la technique, maintenant on sait la faire. C'est une feuille de route qui doit nous conduire, je l'espère, à fournir un plan robuste, validé aux futures générations le jour où le risque se concrétisera, parce que pour l'instant on n'a aucune menace identifiée pour les objets qu'on connaît. Pour ceux qu'on ne connaît pas, la probabilité reste faible, pas nulle certes, avec des conséquences grandes, mais disons par rapport aux autres risques, c'est pas celui-là qui m'inquiète le plus, mais on sait qu'il se concrétisera, et comme on le voit, il y a plusieurs étapes à franchir pour être prêt, et DART et ERA sont vraiment le premier pas crucial dans l'aspect prévention de ce problème, qui va nous fournir vraiment une expérience documentée, et à la limite, si on arrive à la documenter, si les modélisations d'impact sont capables de reproduire l'événement avec la taille finale du cratère, etc., déjà, je dirais que si jamais quelque chose nous arrivait dessus, on a déjà quelque chose, mais bien sûr, les astéroïdes nous révèlent leur complexité géologique, on l'a vu avec les images, donc il faut continuer à apprendre à interagir avec eux parce qu'ils évoluent dans des environnements très différents de celui sur Terre, ils répondent à des sollicitations externes aussi de façon contre-intuitive comme on l'a vu avec des autres missions, donc on est en train d'apprendre. Mais déjà, c'est déjà une très belle étape. Une belle leçon alors pour l'humanité avec cette mission DART. Merci beaucoup Patrick Michel d'avoir pris le temps de répondre à notre appel dans le Call Actu aujourd'hui. Allez, on poursuit avec le Space Talk sur Bismart.